Et c'est au tour de Madame Geneviève Paul, directrice exécutive du centre. Merci, Monsieur le Président. Merci aux membres du comité pour cette invitation à témoigner. L'adoption d'une loi climat est urgente et nécessaire et nous saluons le dépôt de ce projet de loi. Toutefois, et pour que la loi se donne les moyens de ses ambitions, nous sommes d'avis aussi qu'il est nécessaire que le projet soit bonifié. Le projet de loi nous permettrait de nous doter d'une carte essentielle et ce qu'on propose, c'est d'y ajouter une boussole et des points de repère qui sont nécessaires si on veut ne pas s'y perdre et arriver à bon port. Voici donc nos 5 recommandations principales. D'abord, il est essentiel, selon nous, de faire de l'organisme consultatif non pas une instance multipartite, mais plutôt une instance indépendante avec l'expertise nécessaire, ce que les dispositions actuelles ne garantissent pas. Il faut, comme le Québec vient de le faire pour son comité consultatif sur les changements climatiques, s'inspirer des meilleures pratiques à l'international qui ont fait leurs preuves. Nous proposons donc que le processus de sélection soit indépendant. Les membres seraient recommandés par un comité de sélection diversifié, comptant notamment sur des représentants autochtones nommés par le gouverneur en conseil et qui doivent être indépendants, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas avoir de relations ou d'intérêts susceptibles de nuire à la réalisation de la mission du comité, comme c'est par exemple exigé au Québec. Nous recommandons fortement que les scientifiques soient majoritaires au sein de l'organisme, comme c'est le cas par exemple en France, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande et au Québec. Nous proposons que son mandat soit précisé et élargi dans la loi et qu'il ne soit pas assujetti au pouvoir discrétionnaire du ministre de l'Environnement, comme c'est le cas actuellement. Par exemple, l'organisme doit être consulté pour les enjeux d'importance comme celui de fixer des cibles intermédiaires. Pour que la science guide nos actions en matière climatique, nous suggérons que l'organisme puisse émettre des avis à toutes les entités gouvernementales. Ces avis devraient être rendus publics et le rapport annuel de l'organisme devrait par ailleurs être présenté au Parlement et non au ministre. Pour bonifier l'article 22.2, qui est déjà un pas dans la bonne direction, nous proposons que le ministre de l'Environnement ainsi que tout autre ministre qui décide d'écarter un avis scientifique de l'organisme consultatif soit contraint de justifier pourquoi, comme c'est notamment le cas au Royaume-Uni. Parce que les enjeux sont trop importants et évoluent rapidement, le ou la commissaire à l'environnement et au développement durable devrait faire rapport à tous les 2 ans plutôt qu'aux 5 ans. Pour appuyer l'administration dans cette tâche qui n'est pas simple, nous le reconnaissons, nous proposons d'imposer une grille d'analyse climatique déterminée par l'organisme consultatif. Cette grille d'analyse permettrait d'évaluer les décisions du gouvernement et de l'administration à la lumière de leurs impacts climatiques et de leurs impacts vis-à-vis de l'atteinte des cibles dans le but d'assurer la cohérence des actions de l'ensemble de l'appareil étatique. Donc, en plus d'un organisme fort, ce qu'on propose, c'est que la loi prévoit aussi des cibles intermédiaires et des budgets carbone fédéraux quinquennaux. Le projet de loi mentionne que l'un des objectifs est d'assurer le respect des engagements internationaux du Canada. Pour ce faire, la loi devrait donc référer directement aux normes phares de l'accord de Paris en fixant des balises normatives de réduction des émissions de GES et en prévoyant des obligations de moyens, en plus de prévoir une cible jalon dès 2025 et non pas seulement en 2030, comme c'est prévu dans l'accord de Paris et sur la base des meilleures données scientifiques disponibles. Enfin, la loi devrait prévoir une obligation de résultat pour assurer le respect des cibles, car c'est simple, nous ne pouvons simplement plus nous permettre de passer à côté des cibles que l'on se fixe, sans parler du retard à rattraper. Nous avons été rassurés d'entendre plus tôt cette semaine la volonté de renforcer l'imputabilité dans le projet de loi et espérons que ce sera reflété dans les amendements. Dernier point, mais non le moindre, la participation du public. Le projet de loi n'est pas à la hauteur des obligations internationales du Canada en matière de droits liés à la participation aux affaires publiques et à l'accès à l'information, qui doit se résumer à davantage qu'une occasion pour le public de présenter ses observations. Donc, on propose, en plus de prévoir une obligation de consulter les provinces, comme on le fait dans d'autres lois, que la loi prévoit également des mécanismes pour impliquer, sensibiliser, former et éduquer le public. On a besoin de tous et toutes si on veut arriver à surmonter la crise climatique devant nous. Monsieur le ministre de l'Environnement affirmait cette semaine que sauver la planète n'est pas un enjeu politique, que ça se résume simplement à croire ou non en la science. Nos propositions visent justement à placer la science au cœur du projet de loi, tout en s'assurant de mettre en place les balises nécessaires pour véritablement affronter cette crise.
Il en va de l'intérêt de nous tous et toutes et nous comptons évidemment sur les 2 chambres pour ce faire. Nous avons soumis des propositions d'amendement en annexe de notre mémoire et demeurons disponibles pour accompagner le législateur afin que l'on puisse répondre adéquatement à la plus grande menace qui pèse actuellement sur l'humanité. Je vous remercie. Merci.